Bonsoir et bienvenue à notre 4e mercredi découverte. Je me présente, Sarah Maranda-Gauvin. Je suis coordonnatrice des projets éphémères du Campus 1000 de l'Université de Montréal, où je m'implique depuis 2016. Les projets éphémères, c'est un oasis urbain créé sur le site de l'Université de Montréal par l'implication de plusieurs organismes qui ont à cœur l'éducation, l'environnement et la diversité. C'est un lieu d'inspiration qui modifie notre mode de vie, qui nous rapproche de la nature et de notre assiette, surtout en ces temps d'abondance des récoltes. C'est aussi un lieu où on apprend à observer et à ralentir. Donc, quelques-uns de nos partenaires du site ont des offres de bénévolat. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire à projetéphémère1000@gmail.com. L'adresse est écrite dans les commentaires. Et selon vos intérêts et vos disponibilités, je pourrai vous mettre en contact avec les organismes partenaires appropriés. Donc, je rappelle que pour le moment, le site des projets éphémères est réservé exclusivement à l'usage des jardiniers et des apiculteurs, étant donné les mesures de la crise sanitaire. Mais nous avons très hâte de rouvrir le site une fois que la situation va le permettre. Donc, je prends le temps de reconnaître que les projets éphémères sont situés sur le site de l'Université de Montréal, qui est situé là où, bien avant l'établissement des Français, différents peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à ces peuples autochtones, à leurs descendants, ainsi qu'à l'esprit de fraternité qui a présidé à la signature en 1701 de la Grande Paix de Montréal, traité de paix fondateur de rapports pacifiques, durables entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération Haudenosaunee. L'esprit de fraternité à l'origine de ce traité est un modèle pour notre communauté universitaire. J'en profite aussi pour remercier mes collègues de l'Université de Montréal qui sont derrière l'écran, Marie-Ève Ouellette qui répond à vos questions dans le chat et Émir Chouchan qui supervise la plateforme technique. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé des abeilles et de l'importance des plantes mellifères pour leur survie avec notre partenaire Miel Montréal. Plusieurs plantes mellifères sont aussi intéressantes au niveau comestible et médicinal. Par exemple, la gastache est délicieuse en tisane et en salade. Le thym est un assaisonnement incontournable, ainsi que les pétales de la monarde fistuleuse. Ceci étant dit, ce soir, nous allons déplacer notre focus des propriétés mellifères des plantes aux propriétés médicinales et apprendre comment utiliser certaines d'entre elles. Donc, cette semaine, la conférence ne sera pas enregistrée. Alors, si le sujet vous intéresse, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. Sans plus attendre, je vous présente nos conférencières du soir, Marie-Josée Vivier et Sarah Morneau-Paquette. Bonsoir. Hello. Bonsoir. Sarah Morneau-Paquette est herboriste, professeure et étudiante à l'Académie herboliste et co-coordonnatrice du collectif Cratère, qui est partenaire des projets éphémères depuis les tout débuts. Donc, depuis plusieurs années, elle partage sa passion pour la nature, pour l'herboristerie, en offrant des ateliers de transformation et de vulgarisation des plantes médicinales à Montréal. Elle est aussi propriétaire de la jeune entreprise La Buissonnière Herboristerie, où elle fabrique des produits thérapeutiques et cosmétiques de qualité, faits à partir de plantes sauvages ou cultivées localement. Marie-Josée Vivier pratique en tant qu'herboriste thérapeute accréditée et travaille à l'école Flora Medicina depuis 2010. Elle est l'auteure du livre Mamie Pissenlit, un album qui initie les enfants à l'univers des plantes médicinales. Donc, Marie-Josée, elle conçoit l'herboristerie comme étant une voie de guérison personnelle et collective qui nourrit le sens de la vie et la relation avec l'environnement et l'humanité. Elle enseigne à l'école du potager urbain au projet éphémère depuis ses débuts. Donc, je vous rappelle de ne pas hésiter à écrire vos questions, vos commentaires dans le chat durant la conférence. Il y a des moments attitrés pour répondre à vos questions. Et puis, sans plus tarder, là, nous allons commencer par parler des principes de base de l'herboristerie avec Marie-Josée. À toi la parole. Merci, Sarah.
Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir et de co-présenter cette conférence. On va vous présenter 4 plantes qu'on juge indispensables à connaître et aussi vous présenter là, un petit peu l'herboristerie pour vous faire découvrir. Prochaine diapo. Donc, en fait, un des principes de base de l'herboristerie, c'est beaucoup de favoriser une certaine autonomie vis-à-vis son propre mieux-être. Donc, on peut penser, par exemple, qu'apprendre à connaître les plantes qui sont bénéfiques pour nous au quotidien peuvent favoriser une certaine autonomie. On peut apprendre à les cultiver, à les récolter, à fabriquer soi-même des préparations à base de plantes. C'est facile, accessible. Vous pouvez apprendre ça dans des cours d'herboristerie. Donc, il y a vraiment comme une grande partie là, associée à l'autonomie en termes de prendre soin de soi. Mais c'est important pour moi aussi de souligner l'importance de reconnaître ses limites, surtout lorsqu'on est en apprentissage, parce que pour utiliser les plantes, beaucoup de choses doivent être connues. Puis il y a aussi des précautions. Donc, tout de suite, je vais vous mentionner que lorsqu'on est enceinte, lorsqu'on vit avec une condition de santé particulière, comme par exemple si vous avez une fragilité au niveau de la thyroïde, un suivi médical pour une condition de santé au niveau cardiovasculaire, bien, c'est sûr que dans des cas comme ça, il faut toujours consulter pour s'assurer que l'usage des plantes va être sécuritaire. La même chose si vous prenez des médicaments, il peut y avoir des interactions, donc c'est toujours important de consulter pour s'assurer que vous le faites en toute sécurité. Et donc, ceci étant dit, si vous voulez essayer les plantes dont on va vous parler ce soir, je voulais aussi vous présenter la façon de les consommer. Donc, il y a différentes façons de les consommer, mais les principales, en fait, c'est de prendre des infusions ou des extraits liquides. Donc, l'infusion, c'est ce qu'on appelle souvent la tisane. Donc, on a tous déjà bu des infusions, des tisanes, mais celles qu'on va préparer là, pour prendre soin de soi au quotidien vont être préparées avec des plantes en vrac qui ont été cultivées de manière biologique et qui sont vraiment d'une belle qualité. Donc, on va aller chercher des tisanes qui sont très goûteuses et qui, idéalement, vont être agréables à boire aussi. Donc, on est vraiment loin là, du petit sachet de tisane qu'on va trouver à l'épicerie, dans la majorité des épiceries. Donc, pour préparer l'infusion, si vous avez envie de le noter, donc j'avais envie de vous mentionner, en fait, surtout que ça prend une bonne quantité de plantes pour préparer des infusions qui ont des bienfaits. Donc, on va mettre au moins une cuillerée à soupe de plantes par tasse d'eau, infuser environ une quinzaine de minutes. Puis, on va boire aussi une grande quantité. Donc, en fait, on va boire 2 à 3 tasses par jour pour aller chercher les propriétés des plantes qui nous intéressent. Donc, l'infusion peut être de 15 minutes, mais en fait, ça varie selon la plante. Donc, parfois, c'est même mieux de faire infuser plus longtemps. Des fois, on va faire infuser 30 minutes ou même plus pour aller extraire ce que les plantes contiennent. Donc, ça, c'est pour l'infusion. Comme vous voyez sur l'image, généralement, on va mettre les plantes directement dans l'eau qu'on va avoir fait bouillir avant. Donc, les plantes en vrac, puis on va simplement les filtrer après avec un petit tamis en stainless. Donc, c'est très simple. On peut utiliser ce qu'on a à la maison. Si on n'a pas de théière, une casserole pour maçon, n'importe quoi, ça va faire la job. Ensuite, un autre mode d'utilisation très fréquent, c'est de les utiliser en extrait liquide. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle aussi les teintures, les vinaigres ou les glycérés de plantes. Donc, en fait, ça, c'est des préparations qui sont des macérations des plantes dans un solvant, qui peuvent être de l'alcool, du vinaigre, comme par exemple le vinaigre de cidre de pomme ou de la glycérine végétale. C'est des préparations quand même simples à faire que vous pouvez apprendre à fabriquer dans des cours d'intro à l'herboristerie, par exemple. Puis, on voit sur l'image de droite, donc on va les trouver là, dans des petites bouteilles en verre ambré avec un compte-gouttes. Puis là, on va prendre les gouttes dans un petit peu d'eau, tout simplement. Pour vous donner un exemple de quantité qu'on pourrait prendre, ça peut ressembler à 1 millilitre 3 fois par jour, donc un compte-gouttes 3 fois par jour pour aller chercher des bienfaits de cette façon-là. Mais évidemment, les posologies peuvent varier selon la plante, selon la personne, selon la situation. Donc, ça, c'est toujours à vérifier. Mais c'était pour vous donner quelques exemples à ce niveau-là.
Est-ce que la tisane ou les extraits liquides, il y en a un des deux qui est plus concentré, qui est plus puissant, qui est plus efficace? Non, pas nécessairement. En fait, on va choisir la façon de prendre les plantes selon le mode d'utilisation qui est le plus intéressant pour la plante qu'on veut consommer. Donc, des fois, la tisane, c'est mieux, des fois, la teinture, c'est mieux, dépendant de ce qu'on veut extraire dans la plante, parce que chaque solvant extrait des constituants, des propriétés qui sont différentes. Mais on va aussi se fier à ce qu'on aime prendre. Donc, comme je vous mentionnais tout à l'heure, on prend les plantes plusieurs fois par jour et pendant un bon petit bout de temps pour obtenir des résultats intéressants. Donc, si on aime boire de la tisane, ben super, on en boit. On en boit. Et si on aime moins ça, ben, l'extrait liquide, là, à ce moment-là, ça peut être intéressant aussi pour faciliter la prise des plantes au quotidien. Puis en fait, pourquoi on prend cette quantité-là de plantes au quotidien et en fait, pendant combien de temps qu'on peut les prendre? Bien, c'est sûr que, encore une fois, ça peut varier selon la plante, selon la situation, mais quand même, là, de manière générale, en herboristerie, actuellement, on utilise des plantes qui vont avoir un effet cumulatif lorsqu'on les prend à tous les jours, au quotidien. Donc, il faut aimer prendre des plantes qu'on prend, trouver des recettes qui nous plaisent. Puis, en fait, les plantes vont travailler à rétablir le fonctionnement normal du corps et tonifier les structures aussi à l'intérieur du corps. Donc, favoriser le fait que le corps lui-même répare les différentes structures. Donc, c'est pour ça qu'on va les prendre à long terme, parce qu'en fait, l'effet va être graduel. Ça va aider à rétablir certaines fonctions physiologiques ou tout simplement venir nourrir le corps pour que les différentes parties du corps se réparent. Parce que notre corps a déjà la capacité aussi de se réparer. Hein. Quand on se coupe, on voit tout de suite que notre corps met en place une série de mécanismes très intelligents pour réparer la blessure. Et c'est la même chose à l'intérieur du corps. Mais là, les plantes sont très intéressantes pour favoriser ce mécanisme-là d'auto-réparation aussi. Suite à la formation, si vous avez envie d'en apprendre plus, de trouver des références, des ressources, je vous présente tout de suite la Guilde des herboristes, qui est un organisme à but non lucratif qui promouvoit l'utilisation des plantes médicinales. Donc, ça regroupe autant des personnes qui s'initient aux plantes, qui sont super intéressées à l'herboristerie, que des herboristes qui pratiquent depuis une vingtaine d'années, par exemple. Donc, c'est ouvert à tous. Vous pouvez même être membre. Mais tout d'abord, là, si vous avez envie de consulter le site web, ben, c'est là qu'on va trouver toutes les références intéressantes pour acheter des plantes, acheter des semences, des petits plants. Donc, tout ce qu'on pourrait vouloir trouver comme référence en herboristerie au Québec, vous allez le trouver sur leur site web. Et aussi, c'est là qu'on va trouver la liste des herboristes thérapeutes accrédités, donc qui sont les herboristes qui pratiquent en clinique. Et donc, si votre situation vous amène à vouloir consulter, pour intégrer les plantes au quotidien. En fait, vous allez pouvoir trouver aussi des références à cet endroit-là. Prochaine diapo. Donc, la première plante que je voulais vous présenter ce soir, c'est l'ortie. Donc, l'ortie, une des plantes chouchou de la majorité des herboristes parce qu'elle a tellement de propriétés. Ici, on la voit là au Campus 1000 et c'est une plante en fait nutritive, donc qu'on vous présente en premier. Urtica dioica, c'est son nom latin, le nom de référence scientifique qui peut être utile si on veut consulter des livres, si on veut acheter des plants ou des graines. C'est le nom de référence, peu importe la langue qu'on parle, c'est le nom latin qu'on va utiliser pour désigner cette plante-là. Prochaine diapo. Donc, l'ortie, c'est les feuilles qu'on va utiliser principalement. En fait, il y a différentes parties qu'on peut utiliser pour prendre soin de soi. Mais vraiment, celle que je vous présente ce soir, c'est les feuilles. Donc, on voit sur l'image de gauche le moment où on pourrait les récolter. Et c'est une plante qui pique, donc attention, je pique. Mais donc son nom latin le dit, hein, son nom latin c'était Urtica dioica, urtica qui peut faire penser au mot urticant. Donc en fait, c'est une plante à manipuler seulement lorsqu'elle est fraîche, ok, lorsqu'elle est au jardin, on va la manipuler avec des gants. Donc par exemple des gants à vaisselle, là, des bons gants, parce que sinon dès qu'on y touche, on va sentir une sensation de brûlure. C'est pas comme l'herbe à puce qui va causer des lésions puis qui c'est difficile à gérer par après. Là, c'est
pas problématique comme ça. C'est une réaction momentanée, qui n'est pas grave du tout, mais c'est quand même bon à savoir. Et donc, c'est une plante qu'on peut trouver à l'état sauvage dans notre environnement, mais c'est une plante qui aime les sols riches. Donc, quand même, là, on va la trouver surtout, ça peut être en bordure des chemins forestiers ou des fois sur le bord des fermes, où on en voit un petit peu dans certaines ruelles là, en milieu urbain, mais quand même beaucoup moins que le pissenlit, par exemple. Donc, elle aime le sol riche. Et si on veut la cultiver, c'est une plante très facile à cultiver. Donc, en fait, même, elle est considérée comme étant envahissante. Mais ça tombe bien parce que l'ortie, lorsqu'on en fait pousser, on en veut beaucoup. Donc, au fond, c'est un avantage pour nous. Mais c'est important de savoir quand même que si vous avez un petit espace, il faut la mettre dans un contenant parce qu'elle, elle va se propager par tiges souterraines et par graines. Donc, elle va vraiment prendre tout l'espace qui est disponible pour elle. Mais très facile à cultiver si vous avez envie de l'essayer. Et donc, si on veut l'utiliser, on va récolter le premier tiers dans le haut de la plante. Donc, c'est comme si on coupait, là, on trimait le haut de la plante. Puis ensuite, elle va repousser. Puis on pourrait faire quelques récoltes comme ça au cours de l'été. On pourrait faire sécher les feuilles ou se faire une préparation, mais en fait, le mode d'utilisation à privilégier pour cette plante-là, c'est vraiment de la consommer en infusion, en tisane. Et c'est une plante pour laquelle c'est intéressant de faire infuser très longtemps. Donc, je vous dirais de faire une infusion d'au moins 30 minutes et même, on préfère infuser plus longtemps. Plus on va la laisser infuser longtemps, plus que l'eau va bien extraire ce qu'elle contient. Puis, cette plante-là, je vous mentionnais au départ qu'elle est nutritive. Donc, c'est vraiment beaucoup au niveau de ses substances nutritives que l'ensemble de ses propriétés reposent. Donc, c'est une plante qu'on peut vraiment comparer à de la bouffe, la voir comme un légume vert, en fait. Donc, on peut en prendre en très grande quantité et à très long terme. Une des premières choses qu'on va observer, en fait, lorsqu'on consomme de l'ortie pendant un bon petit bout de temps, je vous dirais peut-être, par exemple, après le premier mois d'avoir bu 2 à 3 tasses au quotidien, c'est qu'on va sentir vraiment une énergie monter en dedans de nous. Donc, on va sentir une énergie qui va se construire à l'intérieur du corps. Souvent, les personnes qui en boivent vont décrire ça comme une énergie centrée. Ils se sentent plus ancrés dans leur corps. Puis en fait, c'est que la plante va venir nourrir en profondeur l'organisme, puis ça va lui permettre de mieux faire plein de fonctions biologiques et ça va aider comme ça à ce qu'on sente ce surplus-là d'énergie. Donc, c'est vraiment pas ça ne serait pas la même chose si on compare à un stimulant. Par exemple, si je bois un thé vert, je bois une tasse de thé vert, j'ai tout de suite un effet de sentir comme un regain d'énergie. Mais ça, c'est un effet de fouetter l'énergie, de stimuler l'énergie. Mais en fait, l'ortie, elle, si j'en bois seulement une tasse, je n'aurai pas cet effet-là. C'est après un usage pendant un certain temps que là, mon corps va être mieux nourri et va être plus apte à produire de l'énergie. Une autre chose qu'on va observer assez rapidement, en fait, c'est une amélioration au niveau de la qualité de notre peau puis de nos cheveux. Donc, parce que le corps est mieux nourri, parce qu'entre autres, elle contient beaucoup de minéraux. Donc, ça va lui permettre aussi de mieux réparer, de mieux fabriquer ces structures-là du corps. Donc, par exemple, si vous avez les ongles striés, vous avez comme plein de petites bosses sur les ongles, vous allez probablement pouvoir observer une différence après un petit bout de temps que vous consommez de l'ortie. Ou si vous avez tendance à perdre beaucoup vos cheveux, vous pouvez voir une diminution de la perte de cheveux avec l'ortie. Évidemment, elle ne travaille pas les causes hormonales de la perte de cheveux, là, comme chez les hommes lorsqu'ils avancent en âge. C'est vraiment plutôt au niveau nutritif qu'elle va aider à ce niveau-là. Puis en fait, ce qu'elle contient, cette plante-là, c'est beaucoup de fer, beaucoup de magnésium, du calcium, du zinc, des protéines végétales, du bêta-carotène, de la B9, de la vitamine K. Donc, plein de substances nutritives très intéressantes pour beaucoup de choses dans l'organisme. Mais ce à quoi on pourrait penser aussi, c'est vraiment tous les bienfaits qu'elle apporte au niveau de la période menstruelle. Donc, tout de suite, là, quand on pense au fer, bien évidemment, ça va venir aider à renflouer l'énergie après la perte de sang lors de la menstruation, suite à la menstruation.
aussi. Elle va être super intéressante pour aider lorsque une femme a tendance à avoir des crampes menstruelles, parce qu'elle est très riche en magnésium. Fait qu'en fait, c'est pas, encore une fois, c'est pas selon un usage ponctuel. OK? Si j'ai des crampes, je prends de l'ortie dans la journée, OK, peut-être que ça peut me faire un petit peu de bien, mais je verrai pas une grande différence parce que c'est pas une plante qui a une action antispasmodique marquée. C'est vraiment plutôt une plante qui va aider en renflouant le niveau de magnésium dans l'organisme. Puis si la tendance à avoir des crampes était associée à ça, par exemple, après un mois d'utilisation, ben, lors des menstruations suivantes, en fait, on va voir, ah, OK, je ressens moins de crampes, ou même des fois, chez certaines femmes, c'est suffisant pour faire qu'elles en ont plus. Donc après, c'est sûr qu'on peut essayer de voir pourquoi la personne peut manquer de magnésium comme ça, sur une base quotidienne, de regarder dans l'alimentation. Mais l'ortie peut être un soutien super intéressant pour prendre soin de ça à long terme. Donc, d'aider à diminuer la tendance aux crampes menstruelles. Le fait qu'elle soit super nutritive aussi, c'est vraiment très, très, très intéressant pour la santé des os et la réparation de tous les tissus dans le corps. Fait que c'est aussi très intéressant d'en prendre si, par exemple, on a eu une blessure pour aider à la réparation. Donc, une fracture, on pourrait penser aussi à si on a tendance aux tendinites. Donc, c'est une plante qui va aider beaucoup à la réparation. Puis, par exemple, en cas de tendinite ou tous les autres types de blessures comme ça, les bursites, ça peut aider à prévenir la récurrence. Fait que ça, c'est aussi très intéressant. On pourrait penser aussi à l'ostéoporose, donc une belle plante à prendre pour la prévention de l'ostéoporose, vu qu'elle contient beaucoup de calcium qui est facilement assimilable grâce au magnésium qui est présent. Ensuite, si l'ostéoporose est présente, bien là, il faut voir, en fait, selon de faire une complémentarité dans un suivi plus approfondi. Mais c'est sûr que ça pourrait être une plante en soutien dans ce cas-là. Une autre des propriétés intéressantes de l'ortie, en fait, c'est qu'elle aide beaucoup à soutenir toute la fonction urinaire. Donc, lorsqu'on commence à en prendre, vous allez voir en fait qu'elle va vraiment augmenter l'élimination d'urine. OK? Ça va donner plus envie d'uriner. Fait que c'est bon à savoir, de savoir que c'est normal, mais ça va se rétablir après un certain temps. Donc, inquiétez-vous pas, ça ne demeure pas comme ça à long terme. C'est vraiment au début. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une plante qui va aider beaucoup à l'excrétion des déchets métaboliques que notre corps y produit naturellement dans ses processus biologiques. Donc, ça va aider à éliminer les déchets via l'urine. Donc, ça, c'est une propriété qui peut être intéressante pour différentes choses. Mais par exemple, encore une fois, au niveau de la peau, ça peut être intéressant. Donc, en plus de nourrir la peau, le fait qu'elle aide au niveau des reins, c'est quelque chose qui est intéressant là, pour différentes problématiques. On pourrait penser à l'eczéma, par exemple. OK? C'est sûr que chaque personne, chaque situation est différente, mais dans la majorité des cas, c'est une plante qui peut être intéressante pour les problématiques chroniques comme l'eczéma. On va avoir une diminution des rougeurs, une diminution de la démangeaison, une meilleure réparation des tissus. Donc, ça ne veut pas dire que l'ortie à elle seule va tout régler en lien avec ça, mais c'est un soutien très intéressant. Ensuite, une autre raison pour laquelle on pourrait avoir envie de l'utiliser, c'est en cas de douleur articulaire. Donc, très, très, très intéressante en ce cas-là. Vraiment, là, en cas d'arthrose qui présente une usure de l'articulation, l'ortie peut aider à la réparation des tissus, donc aider à réparer certaines parties de l'articulation, mais aussi beaucoup à diminuer les douleurs qui sont présentes. Donc, encore une fois, c'est sûr qu'elle ne réglera pas tout, parce qu'évidemment, l'herboristerie, c'est aussi une approche qui va tenir compte des différents facteurs qui sont présents pour la personne. Donc, oui, on pense aux plantes, mais on va toujours penser aussi à qu'est-ce qui se passe au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qui se passe au niveau des habitudes de vie, parce qu'il n'y a rien qui peut remplacer le sommeil, par exemple, ou une bonne qualité de sommeil, ou d'avoir des moments de repos dans la journée. Donc, il y a différentes choses qui peuvent venir entrer en ligne de compte.
Mais pour diminuer les douleurs des articulations, dans bien des cas, moi, j'ai reçu des commentaires de personnes qui en prenaient, qui me disaient que ça l'avait réduit, par exemple, de moitié leur douleur. Donc, c'est juste pour vous donner une idée, là, ou même des fois peut-être plus. C'est pour vous donner une idée, hein, parce que chaque personne peut réagir différemment, chaque situation est différente. Mais c'est vraiment pour vous dire à quel point, en fait, c'est intéressant et que ça apporte des bienfaits, des fois qui sont très surprenants et vraiment très agréables. Donc, au niveau des douleurs articulaires, ensuite, ben, en fait, au niveau des douleurs articulaires, c'est vrai, mentionner aussi que vu qu'elle aide à éliminer l'acide urique, c'est une plante qui va être très intéressante en cas de goutte. Donc, c'est une forme d'arthrite, mais je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est lorsque une douleur là, très vive dans une articulation, généralement, souvent c'est le gros orteil, qui a beaucoup, beaucoup de douleur. Puis, dans le fond, elle est spécifique pour aider l'élimination de l'acide urique. Et c'est une problématique dans laquelle il y a une difficulté à gérer l'acide urique. Donc, si vous connaissez des gens qui, qui souffrent de gouttes, là, présentez-lui l'ortie. Ça va être une belle rencontre pour cette personne-là, quelque chose qui va être aidant. Donc, comme vous voyez, l'ortie fait énormément, en fait, elle agit un petit peu partout dans le corps, hein. Puis c'est vraiment grâce à ses propriétés nutritives, aux différentes substances, qu'elle contient. Puis c'est une plante qu'on peut prendre à très long terme. Je vous mentionnais que c'était, comme on peut la comparer à un légume vert, puis en fait, on peut même la manger. Donc, la faire cuire, c'est très, courant en fait, en Europe, de consommer l'ortie dans des quiches, dans des potages, partout où on cuisinerait des épinards. Donc, la seule chose qui est importante, c'est de se rappeler qu'il faut la manger cuite. Donc, lorsqu'on la cuit, elle perd les propriétés urticantes. Donc, quand même très important à mentionner parce que j'ai déjà eu des commentaires à ce sujet de personnes qui avaient fait des expériences à ce niveau-là. Mais donc, on peut la consommer dans l'alimentation. Et ensuite, en infusion ou je vous dirais que le deuxième choix serait de la consommer en vinaigre, vinaigre d'ortie, ou sinon en teinture. Donc, voilà ce que je voulais vous présenter au sujet de l'ortie. C'est sûr qu'habituellement, dans un cours, on en parle très longuement, donc c'est pour vous faire un petit résumé. Si vous avez des questions qui émergent au sujet de cette plante-là, n'hésitez pas dans la période de questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et donc, prochaine diapo. La prochaine plante que je voulais vous présenter, c'est la molène. Donc, Verbascum thapsus, qui est une plante qui va agir au niveau du système respiratoire. Vous pouvez observer là, ces feuilles qui ressemblent un petit peu à de la feutrine. Hein? C'est vraiment des feuilles très, très douces. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans la nature parce qu'en fait, c'est quand même une plante assez particulière. Donc, elle pousse à l'état sauvage ou on peut aussi la cultiver. Prochaine diapo. Merci. Donc, on voit encore une fois la rosette de feuilles à droite, mais à gauche, on voit la plante entière qui va pousser, qui peut être très haute, donc atteindre, par exemple, 2 mètres de haut. Là. Puis, on voit qu'il y a une grande florale qui va monter, puis tout le tour, il va y avoir des petites fleurs jaunes qui vont fleurir graduellement au cours de l'été. Donc, c'est une plante qui vit 2 ans. La première année, elle va faire florale pour faire ses petites fleurs. J'espère que vous ne me perdez pas parce que j'ai eu un petit indicateur que ma connexion était peut-être lente. Donc, et donc, pour la molène. Donc, c'est vraiment c'est une plante qui pousse à l'état sauvage, donc, mais elle va préférer les sols secs, elle va pousser dans des espaces dégagés, donc comme on voit sur l'image, plutôt dans un champ. C'est une plante qu'on peut voir aussi parfois dans les craques de trottoir, dans les ruelles, qui va pousser aussi en milieu urbain, mais pas très abondamment. Souvent, elle préfère pousser là, en colonie, comme on voit sur la photo, on voit 4-5 plantes là, qui poussent en groupe. Et au jardin,
encore une fois, là, c'est ça, c'est une plante qui préfère les sols secs, mais elle peut facilement se cultiver. Donc, sur l'anneau jardin, en fait, elle va se ressemer par la suite avec les petites graines qui sont dans la grande tige. Donc, on peut la laisser monter en graines, puis ça va faire plein de petits bébés mollènes dans notre jardin ensuite pour l'année prochaine. La mollène, c'est intéressant de la consommer autant en infusion qu'en extrait liquide, donc en teinture, en vinaigre, en glycéré. Tous ces modes d'utilisation-là seraient pertinents. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on prépare l'infusion, il faut la filtrer avec un tamis fin. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la petite passoire en stainless habituelle risque de laisser passer les petits poils qui se trouvent sur les feuilles. Puis ça peut venir irriter la gorge. C'est pas grave, c'est pas dramatique, mais évidemment, c'est pas ça qu'on veut. Donc, si vous sentez que ça vous irrite la gorge, il faut simplement choisir un tamis un peu plus fin. Donc, ça peut être un filtre à café réutilisable ou, par exemple, si vous connaissez là, comme les cafetières Bodum, donc pour faire des cafés filtres, mais pression à piston, là, ça, c'est très intéressant pour cette tisane-là, c'est bien pratique. C'est aussi une plante qu'on peut consommer en grande quantité et à long terme. Et elle, en fait, ce qu'elle va venir soutenir, c'est au niveau, vraiment, elle va travailler au niveau des muqueuses, des voies respiratoires, mais principalement des voies respiratoires inférieures. Donc, elle va aider le corps à réparer les muqueuses. Puis, en fait, elle contient, par exemple, du bêta-carotène, de la silice, qui aide à la réparation de ces tissus-là, qui aide le corps à les réparer. Et le fait d'aider à réparer les muqueuses, ça va aider à diminuer l'inflammation, s'il y en a. Donc, d'aider à diminuer l'inflammation au niveau des muqueuses va aussi aider à diminuer la production excessive de mucus et diminuer la toux. Donc, c'est une plante qui peut être utile en cas, par exemple, d'asthme, de bronchite chronique, toutes les problématiques où il y a de l'irritation au niveau des voies respiratoires inférieures. Puis en fait, moi, c'est une plante que j'aime énormément parce que j'ai une fragilité respiratoire de naissance. Et donc, c'est une plante qui m'a vraiment énormément aidée. Dans le fond, c'est la première chose qui m'a aidé de prendre de la molène à changer la qualité de ma respiration lorsque j'avais dans la jeune vingtaine. Donc, c'est une plante qui m'est très, très, très précieuse. Et d'ailleurs, c'est la vedette de mon livre Mamie Pissenlit dont Sarah parlait tout à l'heure. Donc, je l'adore. Mais donc, c'est une plante qui aide en cas d'asthme, bronchite chronique. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne vient pas agir du tout comme les pompes qu'on peut avoir besoin de prendre pour l'asthme. Donc, il n'y a pas de souci à les combiner, OK? C'est vraiment, au fond, cette plante-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aide à nourrir les muqueuses respiratoires tout simplement. C'est ça qu'elle fait. Elle convient très bien autant si la toux est sèche que si la toux est grasse. Donc, une toux grasse, c'est quand il y a beaucoup de sécrétion. Et une toux sèche, c'est lorsque la toux va plus avoir tendance à irriter. Donc, elle convient bien dans les deux cas parce qu'en fait, ce qu'elle aide, c'est vraiment rétablir l'équilibre des muqueuses respiratoires. Lorsque les muqueuses respiratoires sont bien saines, ça va les aider aussi, en fait, à expulser juste naturellement le mucus. Donc, le corps est bien fait, on a des petits cils à l'intérieur des muqueuses qui vont venir aider à faire remonter le mucus qui doit être expectoré. Donc, si c'est le cas, oui, on peut voir qu'il y a du mucus qui va sortir, mais en fait, ça se fait tout en douceur. Ça vient rien forcer. Puis, on pourrait penser, par exemple, si vous fumez, donc le tabac a tendance à inhiber le réflexe de faire sortir là, les sécrétions. Donc, si vous fumez, vous prenez de la molène, ben, en fait, ça va venir aider beaucoup à soulager la toux, aider à protéger les voies respiratoires, mais aussi, ça peut aider à faire sortir, en fait, le mucus qui peut rester pris. Donc, ça, c'est très intéressant. Ce qu'elle va apporter
aussi, c'est une sensation un peu comme d'ouverture, comme si la qualité de la respiration va s'améliorer. Donc, on sent qu'on peut respirer plus librement. Puis moi, c'est vraiment ça que j'ai senti en prenant de la molène au quotidien pendant une longue période de temps. C'est de sentir que ma respiration était plus facile, plus fluide. Mais vraiment, lorsqu'on l'utilise au quotidien, lorsqu'on la prend à long terme. En fait, on sent son bienfait, ça vient soulager. Ce qui est intéressant avec la molène et toutes les plantes pour les voies respiratoires, c'est que lorsqu'on boit la tisane, juste d'apporter de la chaleur dans le conduit, dans le fond, ça va aider aussi à réchauffer dans le fond, ça va venir aider à réchauffer toute la région des voies respiratoires, puis juste d'apporter de la chaleur, en fait, dans cette partie de notre corps. Là, ça l'apporte aussi des bienfaits, un soulagement, puis ça va même activer une meilleure circulation sanguine. Donc ça, c'est vraiment intéressant à plein de niveaux. Donc une plante qui convient bien aux enfants, aux adultes, qu'on pourrait prendre aussi à court terme, si c'est juste pendant un épisode ponctuel, qu'on a plus tendance à avoir une certaine toux résiduelle, par exemple, qui est survenue là, après une grippe. Donc, ça peut aider à rétablir les voies respiratoires ou prendre à très long terme lorsqu'on a une problématique qui est plus chronique. Et donc, voilà les deux plantes que je voulais vous présenter ce soir. Donc, je redonne la parole à Sarah Maranda Gauvin. Merci Marie-Jo. C'est super intéressant d'entendre parler des plantes qui poussent vraiment facilement au jardin. Que ce soit l'ortie, que ce soit la molène, on en a beaucoup dans nos jardins. Et puis, en fait, je sais qu'on a des questions déjà du public qui doivent aussi en avoir dans leur jardin, peut-être spontanément ou peut-être de façon cultivée. Donc, Denis Séguin nous demande, quand vous dites infusion de 15 minutes, qu'est-ce que cela signifie? À l'eau chaude, à quelle température? En fait, pour les infusions de plantes au niveau thérapeutique, on n'a pas besoin, en fait, toutes les plantes qu'on vous présente ce soir et la majorité des plantes qu'on utilise, on n'a pas besoin de vérifier le degré, la température de l'eau. Donc, c'est pas comme un thé vert. On fait simplement bouillir l'eau avec la bouilloire, puis on ajoute l'eau sur les plantes et on laisse infuser 15 minutes. Donc, c'est-à-dire, on laisse reposer notre préparation pendant 15 minutes. Souvent, on va voir que les plantes vont descendre au fond parce qu'elles vont se gorger d'eau. Puis, la couleur de l'eau va changer. Ensuite, on filtre, donc on retire les plantes, puis là, on boit vraiment la tisane, l'infusion. Parfait. Moi, j'aimerais, ah oui, Loïc Amirali nous demande s'il existe un manuel pour la posologie. Il y en existe, mais en fait, dans le fond, c'est sûr que dans le fond, il y a des livres d'introduction qui peuvent être intéressants à se procurer, puis qui vont avoir des exemples de posologie selon les plantes. Mais en fait, en réalité, c'est qu'il faut toujours être à l'écoute aussi de ce qu'on ressent, parce que dans n'importe quel livre, on va vous donner des exemples, ce avec quoi démarrer. Mais chaque personne peut avoir besoin d'une quantité différente. Donc, on peut démarrer avec la quantité de base. Donc, ce que je vous ai donné comme exemple, de boire, par exemple, 2 à 3 tasses d'infusion par jour ou de prendre 1 millilitre à 3 millilitres par jour d'extrait liquide. Je vous dirais que ça convient bien à la majorité des plantes qu'on peut prendre au quotidien, qu'on utilise dans l'herboristerie contemporaine. Et les plantes qu'on présente ce soir, évidemment. Mais il faut être à l'écoute de soi, puis voir au besoin diminuer la dose ou au besoin augmenter la dose, tout simplement. Puis, dans les livres de référence, en fait, il y en a plusieurs qui sont disponibles. Vous pouvez regarder sur les différents sites Internet des écoles d'herboristerie. Vous pouvez regarder sur le site de la Guilde des herboristes. Donc, il y a plusieurs livres qui existent. Merci. Donc, Angélique nous demande si l'infusion d'ortie, on est mieux de la faire avec de l'ortie fraîche ou de l'ortie sèche. Puis aussi peut-être à savoir s'il y a une différence au niveau justement de la quantité de plantes qu'on utilise.
Ben, en fait, lorsqu'on peut toujours préparer des infusions avec des plantes fraîches, à ce moment-là, on va en mettre un peu plus qu'avec les plantes séchées, parce que lorsqu'on fait sécher nos plantes, hein, ça va réduire en volume. Hein. On a, par exemple, mettons qu'on l'imagine en volume, j'aurais une tasse d'une plante fraîche. Lorsqu'elle va sécher, je vais peut-être avoir une demi-tasse de cette même plante-là, parce que la plante, dans le fond, l'eau s'évapore, donc le volume se réduit. Donc, je pourrais mettre le double de plantes fraîches comparé aux plantes séchées, à peu près, là, OK? C'est une mesure approximative. Puis ce qui est important, en fait, c'est de bien hacher les plantes fraîches avec un couteau sur une planche à découper parce que sinon les plantes, hein, ils sont comme les feuilles naturellement se protègent contre l'eau, contre la pluie, ont une certaine protection contre la pluie. Donc, on veut les couper pour s'assurer que notre extraction soit optimale. Mais en fait, est-ce qu'il y a un avantage entre le frais et le séché? C'est sûr que quand on a accès à des plantes fraîches, c'est super le fun, faire des infusions avec des plantes directement du jardin. Par contre, pour l'ortie, je ne verrais pas d'avantage réel à le faire avec des plantes fraîches. Donc, le séchage diminue en rien les qualités de l'ortie, surtout par rapport aux minéraux, dans le fond, qui nous intéressent beaucoup là, dans cette plante-là. C'est super intéressant d'y aller avec l'ortie séchée. Puis, c'est sûr que pour l'ortie, ben là, si on le ferait avec des plantes fraîches, vraiment important de mettre des gants. Là. Comme j'ai mentionné, c'est une plante qui va être urticante. Donc, elle, c'est un petit peu plus, il faut y penser avant de la manipuler. Super, merci. Angélique demande si on peut consommer de l'ortie en gélule. Puis, est-ce que ça pourrait être une belle alternative si jamais on n'a pas d'ortie dans son jardin? En fait, c'est sûr que on peut la consommer en gélule. Ben, en fait, quand vous dites en gélule, c'est probablement en capsule, parce que souvent les gélules, ça contient plus de l'huile, mais des capsules de poudre d'ortie. J'imagine que c'était ça la question. Donc, oui, on pourrait en consommer, mais il faut penser qu'une capsule, ça contient très peu de plantes. Donc, tant qu'à ça, moi, je prendrais plutôt de la poudre d'ortie séchée que j'intégrerais dans ma nourriture, dans mon alimentation. Parce que si on défait chacune des petites capsules, on va se retrouver avec, par exemple, peut-être une demi-cuillerée à thé de poudre de plante, ce qui est vraiment pas beaucoup pour l'ortie. On en veut des grosses quantités. Donc, préférablement en tisane, puis sinon, j'irais plutôt vers un extrait liquide où on peut quand même aller en consommer une plus grande quantité. Merci. Patricia demande si c'est possible de la cultiver à l'intérieur. C'est une bonne question. Certaines plantes, ben, en fait, intérieures. C'est sûr que là, si on parle dans l'intérieur d'une maison, là, sans équipement particulier, il y a on peut rentrer certaines plantes durant l'hiver, mais ça va être un peu comme lorsqu'on rentre nos fines herbes. Donc, leur croissance va arrêter. Puis, c'est surtout pour les rentrer durant l'hiver, mais les ressortir l'été prochain. Donc là, dans un climat comme au Québec, là, je ne sais pas si vous êtes au Québec, Patricia, mais donc, ça ne sera pas très prolifique là, de cultiver les plantes, ce type de plantes-là à l'intérieur. En fait, moi, j'avais déjà essayé avec la molène, qui était qui est une plante que j'avais voulu entrer dans ma maison. Là. Donc, puis en fait, j'avais une autre idée qui m'était venue par rapport à ça, mais là, j'oublie. Si ça me revient, je vais revenir avec ça. Marie. Oui. Les plantes médicinales développent beaucoup leurs principes actifs parce qu'elles sont à l'extérieur, parce qu'elles sont en contact avec les éléments, parce qu'elles doivent se défendre. C'est là qu'elles deviennent beaucoup plus puissantes. Donc, pour toutes les plantes médicinales, ça vaut la peine de les cultiver à l'extérieur, dans un sol, dans un terrain qui ressemble à leur milieu de vie naturelle. C'est là qu'on va aller vraiment chercher le maximum de ce qu'on a donné. Certaines plantes médicinales, si on les chouchoute trop, on perd de leur puissance. Puis, je lisais l'autre jour dans un livre une autre plante qui est la lobélie, mais comme entre le milieu sauvage et le milieu de culture, c'était comme pas la même plante du tout, c'était pas du tout les mêmes constituants. Puis, au final, on avait perdu un peu son action.
Donc, l'ortie, la molène, elle se déplace bien, elle se développe bien dans plusieurs conditions, mais à l'extérieur, pas en la saison de culture dans l'été. C'est mieux de les cultiver à ce moment-là, puis d'en faire des réserves tout l'hiver en les faisant sécher, puis de reprendre l'été d'après. Puis elles vont revenir d'elles-mêmes. Fait que pas besoin de les rentrer à l'intérieur l'hiver. Elles vont repousser sans problème l'année d'après. Oui, merci Sarah. En fait, c'était ça le point qui m'était venu puis que j'avais perdu le fil. Fait que c'est parfait. Merci beaucoup. Valérie nous demande si c'est vrai que l'ortie est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale. Bien, effectivement, ça c'est je parlais au début des conditions de santé particulières et délicates. Donc, c'est sûr que si on souffre d'insuffisance rénale, on vous recommande pas de se mettre à faire de l'auto-soin avec les plantes ou avec d'autres substances, parce qu'effectivement, c'est une plante qui est diurétique, donc c'est sûr qu'on n'en consommerait pas en cas d'insuffisance rénale. Donc, oui, c'est vrai. Martin nous demande si on peut en faire une crème en mélangeant une base de crème sans parfum. Puis en fait, moi, j'ajouterais, quels seraient les avantages de ça? Ben, par rapport aux plantes qu'on a vues, là, ortie, molène, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à les intégrer dans une crème. À ma connaissance, là, c'est pas intéressant. Puis en fait, ben, on peut intégrer des infusions de plantes dans plusieurs fabrications de crèmes, mais elles ne sont pas reconnues pour des usages particuliers à l'externe. C'est sûr que en cas de survie, peut-être qu'on pourrait prendre, peut-être pas de survie, là, mais je veux dire, si on avait accès seulement à ces plantes-là, toutes les plantes ont une certaine action astringente de resserrer les tissus là, au niveau de la peau, mais il y a vraiment beaucoup d'autres plantes qui sont bénéfiques pour fabriquer des crèmes. Donc, vous pouvez consulter les références en lien avec ce sujet-là. Merci. Anna nous demande, en fait, elle nous dit qu'elle aime particulièrement l'ortie car elle l'aide lors de ses allergies. Oui, tout à fait. Merci du témoignage. Donc, c'est effectivement quelque chose que j'ai pas parlé, mais c'est une plante qui va aider aussi beaucoup, oui, à diminuer les allergies saisonnières, donc qu'on peut prendre en infusion à long terme, qui va aider à diminuer la tendance à avoir les allergies. Mais même là, il y a d'autres usages lorsqu'on prépare l'extrait avec les feuilles fraîches d'ortie. On va aller chercher des propriétés carrément antihistaminiques qui peuvent aider même à gérer les symptômes lorsque les allergies surviennent. Donc, super contente que ça vous aide. Sophie nous demande si elle aide uniquement pour l'eczéma ou les autres affections inflammatoires de la peau, comme la dermatite séborréique. Elle peut aider, en fait, pour une panoplie d'affections inflammatoires, donc de la peau. Donc, oui, je vous dirais de l'essayer, ça peut être intéressant. Jacinthe nous demande, elle nous dit qu'elle a beaucoup d'orties dans le jardin, mais que dans sa forêt dans les Laurentides, il y a une variété qui a une apparence très différente. Est-ce que je peux toutes les consommer de la même manière? Les propriétés dont on a parlé, c'est vraiment pour l'Urtica dioica, donc il faut s'assurer que c'est elle qui pousse là, dans la nature. Donc, en fait, si l'apparence est très différente, c'est pas la même. Donc, on se fait poser une question de teinture. Teinture, peut-être juste pour la définition du mot. Dans le fond, des fois, ça porte à confusion à cause de l'idée que quand on utilise le terme teinture, c'est pour teindre avec de la couleur. Mais en fait, lorsqu'on parle d'une teinture de plante, ça vient du mot anglais tincture. Et donc, c'est pas du tout associé à l'idée d'apporter une certaine coloration. C'est pour ça qu'on utilise aussi maintenant le terme extrait liquide. Mais au fond, c'est une macération de plantes et la teinture fait référence à l'extraction dans une base d'alcool. Donc, il peut être un alcool, par exemple, de 30 à 90 selon ce qu'on veut extraire dans les plantes. OK. Mais moi, j'ai une question à savoir. J'ai une question à savoir. Avec les enfants, est-ce qu'on peut donner des tisanes aux enfants d'ortie, par exemple?
Oui, tout à fait. Ortie, molène, c'est 2 plantes qu'on peut très bien donner aux enfants. Donc c'est sûr qu'on donne une petite quantité là, à comparer, ce que j'avais mentionné. Donc par exemple, ça peut être peut-être une tasse d'infusion, mais séparée en plusieurs prises au cours de la journée. C'est une tasse au total dans la journée ou même un petit peu moins. Bien, ça dépend de l'âge de l'enfant aussi là, évidemment là. Donc pour ça, je vous dirais, de vérifier là, dans les références, dans le fond. Mais tu sais, parce qu'on va s'ajuster à l'âge. Mais c'est 2 plantes qui sont toniques, qui peuvent être pris à long terme. Puis, dans le fond, ce qui est intéressant, en fait, c'est que les enfants, lorsqu'on les habitue jeunes à prendre des plantes, ils vont aimer ça. Donc, la plupart du temps. Donc, il faut simplement les impliquer dans le processus. Puis là, on peut en profiter pour utiliser Harry Potter et toutes les et tout ce qui est en lien avec la magie, dans le fond, ou en tout cas, tu sais, ce qui peut faire référence à ça, ou juste de créer comme un moment qui est le fun. Donc, par exemple, que l'enfant ait son petit kit, sa petite théière pour jouer à prendre sa tisane, tu sais, de juste impliquer les enfants là-dedans. Si on le fait assez jeune, après, c'est facile pour eux, en fait, de prendre des plantes. Donc, la même chose que pour eux, c'est très facile d'apprendre à reconnaître les plantes dans la nature. C'est très facile pour eux aussi de se mettre à en consommer, puis aussi même de sentir quand ils en ont besoin, ou tu sais, c'est comme, ah, donne-moi mon sirop de sureau, là, parce que, tu sais, fait que c'est intéressant, oui, ces 2 plantes pour lesquelles on peut travailler avec les enfants. OK. On prendrait quelques dernières questions sur la molène. Donc, Mhm. Ariane nous demande quelle partie de la molène doit-on cueillir? Selon les fleurs ou bien les feuilles. Les propriétés que je vous ai présentées, ça concernait seulement les feuilles. Donc, on récolterait les feuilles avant que la plante fasse sa tige et monte en fleurs. Les fleurs ont d'autres propriétés dont on n'a pas discuté, mais qui vont plutôt être utilisées en cas d'otite, par exemple. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder, il y a d'autres propriétés pour les fleurs. Est-ce qu'on pourrait saupoudrer les fleurs dans des salades, par exemple? On pourrait, mais ça a une texture quand même un peu poilue. C'est pas si agréable à manger. Mais tu sais, c'est pas si pire, là, mais c'est pas comme la plus intéressante au niveau comestible. Mais on pourrait. On pourrait. Caroline nous demande, est-il possible de préparer une grande quantité d'infusion à l'avance pour quelques jours, puis réfrigérer en attendant la consommation? Si oui, peut-être ensuite faire chauffer pour boire tiède. On peut préparer, oui, une grande quantité d'infusion à l'avance. Souvent, c'est un truc pour arriver à boire le 2 à 3 tasses par jour dont je vous parlais. Donc, si on prépare la tisane le matin, on peut la laisser sur le comptoir ou dans une gourde, par exemple, pour la transporter avec soi sans aucun problème pour la journée. OK, ça va bien, ça se conserve température pièce. Ensuite, pour en préparer plus à l'avance, je vous dirais que ça se garde peut-être 3 jours, dépendant des infusions. Ça peut être intéressant l'été pour continuer à boire des tisanes. Donc, au lieu de boire du jus, on peut préparer des infusions glacées qui vont goûter bon, qui vont goûter citronné. Puis, on conserve les propriétés des plantes comme ça. On peut les faire réchauffer si on veut aussi, si on préfère les boire chaudes. À ce moment-là, ça serait de faire réchauffer à la casserole tout simplement à feu doux. Puis en fait, si on garde une tisane au frigo, mais qu'elle serait périmée, c'est super évident. Donc, on ne peut pas passer à côté. Là, ça va vraiment sentir le fermenté, ça va puer. Donc, il n'y a pas de souci à avoir à ce niveau-là. Lynn nous demande, pour la molène, quelle partie est utilisée pour la tisane pour les voies respiratoires? C'est les feuilles. C'est les feuilles avant d'avoir fleuri. Avant la floraison. Okay. Donc, Mélissa nous demande, si je fais une infusion d'ortie et que je l'ajoute dans mon shampoing, chose qu'elle fait, y a-t-il un gain à avoir au niveau des propriétés? Bien, on voit régulièrement des recettes avec de l'infusion d'ortie pour l'usage en externe. Donc, oui, on peut intégrer ça dans un shampoing ou en appliquer en rince, mais c'est vraiment principalement par un usage en l'interne, en fait, qu'on va voir le plus de bienfaits au niveau des cheveux. Donc, tu sais, c'est sûr que des fois, on aime combiner l'usage interne, de combiner un usage externe à l'usage interne. Donc, c'est quelque chose qui fait partie aussi des traditions d'utilisation. Mais je vous dirais, si vous pouvez en prendre à l'interne,
choisissez ça en premier. Après, si vous avez envie d'en appliquer sur les cheveux, de l'appliquer en rince, en fait, ça va être encore plus efficace parce que dans le shampoing, dans le fond, ça reste très peu longtemps sur les cheveux. Fait que de plutôt faire une tisane, de rincer sur les cheveux, puis là, au moins, la tisane va comme plus imbiber le cheveu, là. On le fait des fois avec la camomille aussi, là, pour aller travailler les cheveux. Isabelle nous demande, c'est un herboriste thérapeute qui peut nous guider selon nos problèmes de santé ou un pharmacien peut nous aider? Bien, en fait, si vous désirez consulter pour être conseillé au niveau de l'utilisation des plantes, c'est un herboriste thérapeute. Au niveau, peut-être là, vous parlez d'un pharmacien. Puis en fait, là, moi, je parle au Québec, OK, là, dépendant où vous êtes, là, parce que c'est sûr que c'est différent en France. Donc là, je parle du contexte au Québec, parce que c'est pas les mêmes réglementations quant à l'usage des plantes entre le Québec et la France. Mais j'imagine que votre question réfère aussi peut-être en cas de prise de médicaments, puisque vous parlez du pharmacien. Donc, les herboristes thérapeutes qui pratiquent en clinique sont formés maintenant pour s'assurer de combiner les plantes de manière sécuritaire avec les médicaments qui sont pris. Donc, votre herboriste thérapeute peut vous conseiller à ce niveau-là dans le cadre d'une consultation. Puis, de plus en plus, les pharmaciens vont se former pour vérifier aussi les risques d'interaction. Donc, c'est sûr que si ça peut être intéressant, là, si vous voulez vérifier auprès de votre pharmacien, pharmacienne, si eux ont les outils nécessaires pour faire des vérifications. On ne fera pas nécessairement tout à fait les mêmes vérifications dans le sens que les herboristes connaissent les plantes. Donc, des fois, les deux en même temps, ça peut être très intéressant. Mais c'est sûr qu'on encourage toujours les clients à mentionner à leur pharmacien et médecin traitant la prise de plantes, évidemment, là. Donc, c'est quelque chose qui fait partie aussi d'un usage sécuritaire des plantes. Mais de plus en plus, les pharmaciens s'informent à ce sujet-là, font des formations. Donc, c'est intéressant aussi pour avoir accès parfois à avoir des réponses là, de cette façon-là. Merci. Martin nous demande s'il y a des moments où il serait contre-indiqué de récolter une plante. Bien, en fait, l'ortie, par exemple, on va la récolter vraiment avant la floraison, comme j'ai mentionné, mais donc, ça serait à éviter de la récolter plus tard parce que, par exemple, cette plante-là, après la floraison, va se concentrer plus en silice. Et un peu de silice, c'est bon, mais trop de silice, surtout lorsqu'on prend des grandes quantités d'infusion, va venir irriter les reins. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, il y a une précaution à récolter la plante vraiment au bon moment. Après, ça peut dépendre d'une plante à l'autre, mais souvent, le moment privilégié pour la récolte est surtout pour s'assurer d'avoir le plus possible de propriétés intéressantes, le plus possible de constituants dans la bonne partie de la plante au bon moment de la récolte. Donc, généralement, c'est plutôt pour ça que le moment de la récolte est à privilégier. Nicole nous demande si une tisane d'ortie de verge d'or romarin, est-ce que ça peut causer de l'urticaire? Eh bien, en fait, la prise de tisane cause, j'ai jamais entendu parler d'une prise à l'interne qui causait un urticaire. Il y a certaines plantes, au contraire, en fait, même l'ortie, là, son nom latin réfère au fait que souvent elle est aidante en cas d'urticaire. C'est sûr que si jamais on pense qu'une plante nous a causé dans le fond, un effet secondaire, même si c'est rare, ça pourrait arriver, un effet indésirable. C'est simplement d'arrêter la prise des plantes, d'observer ce qui se passe. Et si c'est en lien avec les plantes, ça va tout simplement s'arrêter. L'effet un peu comme indésirable va tout simplement s'arrêter. Vous avez un minou qui a passé. Donc, ça va tout simplement s'interrompre. La réaction va s'interrompre. Après, il y a certaines plantes qui peuvent avoir susciter des irritations au niveau de la peau lorsqu'on touche à leur sève ou des choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment lorsqu'on est en contact physiquement avec la plante. Donc, mais il y en a très peu, là, quelques-unes. Et chez certaines personnes seulement. OK. Donc là, on prend une dernière question, puis ensuite de ça, on va aller avec Sarah pour nous parler de deux plantes, puis on pourra revenir à la fin de la présentation si on a encore des questions pour Marie-Jo. Donc, Annick demande, est-ce qu'on doit en laisser pour que le plant... OK, c'est ça. Au niveau de la récolte, quand on récolte, est-ce qu'il y a un pourcentage de feuilles qu'on doit récolter maximum pour que la plante puisse revenir l'année prochaine d'une façon saine? Mm-hmm.
Ben, c'est sûr que ça, oui, tu sais, pour tout ce qui est en lien avec la récolte puis la cueillette, que ce soit au jardin ou en milieu sauvage, tu sais, je vous encourage à, on l'a comme abordé très brièvement là, ce soir, fait que je vous encourage à approfondir dans des cours d'intro, par exemple, c'est quelque chose qu'on va parler en détail. Parce que, évidemment, oui, si on fait une cueillette en milieu sauvage, on va prendre seulement une toute petite partie des plantes qui sont là. On va s'assurer que les plantes sont très abondantes, ne sont pas en statut précaire, des choses comme ça. Lorsqu'on récolte au jardin, bien, je vous dirais que ça dépend vraiment des plantes, en fait, parce qu'on peut choisir de laisser des plantes monter en graines parce qu'on veut qu'elles se ressèment, qu'elles se propagent. Puis, à d'autres moments, bien, on peut aussi tout prendre ce qui est là parce qu'on a besoin pour notre récolte et parce que notre talle est déjà suffisamment assez grande ou parce que la plante se propage aussi d'une autre façon là, que par les graines. Par les tiges souterraines, le plant grossit va plutôt grossir de l'intérieur. Tu sais. Fait qu'en fait, puis lorsqu'on prend les plantes, ben, la plupart du temps, on prend une partie seulement des plantes. Donc, le plant va, lorsque c'est une vivace, ben, il va revenir l'année d'après. Donc, par exemple, des fois, on prend les feuilles, des fois, on prend seulement les fleurs, des fois, on prend les parties aériennes avec les fleurs. Donc, en fait, la plupart du temps, on va prendre une partie de la plante et oui, si c'est une vivace, ça va revenir l'an prochain. Les seuls cas où on va prendre des parties qui font que la plante ne revienne pas, c'est les racines. Donc, en ce cas-là, bien évidemment, si on veut continuer à avoir cette plante-là à notre jardin, bien oui, on va récolter seulement une partie des racines qui sont disponibles. Super, merci. Donc, on va passer la parole à Sarah, qui va nous parler de deux autres plantes vraiment exceptionnelles, la scutellaire et le basilic sacré. Merci. En fait, avant de parler des plantes, on avait eu envie, moi puis Marie-Josée, d'élaborer un peu sur le lien entre l'herboristerie et la résilience, qui est un peu les thématiques des conférences de cet été. Donc, Marie-Josée, je ne sais pas si tu veux introduire à ce moment-ci. Oui, ben en fait, dans le fond, ce que j'avais envie de mentionner de mon côté, c'était simplement qu'en fait, les plantes que je vous ai présentées, c'est des plantes qui sont nutritives, qui sont toniques, puis qu'en fait, pour moi, ça fait vraiment partie de l'herboristerie, de prendre soin de soi de cette façon-là. C'est vraiment une façon aussi d'être en forme, d'avoir de l'énergie, autant pour soi, mais aussi pour les autres, pour la collectivité. Donc, tu sais, avoir l'énergie d'exister puis de contribuer que ce soit pour, par exemple, envisager certaines transformations sociales ou, tu sais, oui, c'est pour prendre soin de soi puis s'améliorer soi, mais vraiment aussi, c'est pour s'améliorer collectivement, pour un mieux-être, vraiment pour tout ce qui est puis pour tout ce qui existe. Donc, en fait, moi, c'est ça que ça l'évoque beaucoup pour moi, l'herboristerie en lien avec la résilience. Puis on en avait discuté. Donc, Sarah, toi, tu voulais aussi ajouter d'autres éléments? Oui, mais c'est ça. Par définition, pour moi, la pratique de l'herboristerie, c'est vraiment une forme de résilience, quelque chose qui nous permet de développer notre résilience parce que, en fait, notre corps, naturellement, va chercher à retrouver l'homéostasie, donc qui est l'équilibre dans le corps. Et par définition, quand on parle de l'être humain, la résilience, c'est la capacité de notre corps à retrouver son équilibre. Donc, le travail qu'on fait en herboristerie, oui, c'est des fois regarder le bobo et essayer de donner du confort où est-ce que ça fait mal, mais dans les médecines alternatives, on a tous un regard holistique sur la santé, donc un regard qui est global. Et donc, l'idée, c'est de regarder où sont les déséquilibres dans le corps, qu'est-ce qu'on peut faire en travail de prévention pour éviter de se rendre à un état de santé qui se dégrade ou qui va vers des problèmes de santé chronique. Donc, si on peut prendre ça à l'avance et prévenir, c'est là qu'on travaille sur notre résilience beaucoup parce que on est prêt à faire face à des stress, à des obstacles dans notre vie et de savoir qu'on a l'énergie, qu'on a la capacité là, de faire face, puis de retrouver notre équilibre dans tout ça ou de garder un équilibre. Donc, c'est ça. Dans le cadre d'une consultation en herboristerie, ou souvent quand on parle de travail avec les plantes, des fois on se dit, ah ben, j'ai tel petit problème, j'ai une petite toux, j'ai souvent mal à la tête, mais on ne va jamais dire, ah oui, il y a telle plante qui agit contre ce bobo-là. On va souvent dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie en général? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu fais de l'exercice? Donc, c'est tous des facteurs qui entrent en compte quand
on veut retrouver notre équilibre, quand on veut prendre soin de soi. Donc, les plantes médicinales sont là aussi pour nous donner un coup de pouce. Elles sont vraiment un outil merveilleux. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit une pilule magique qui change tout. Donc, la recherche de l'équilibre, le retour à l'équilibre, c'est vraiment un travail qui se fait de façon active. C'est un travail qui est personnel, mais qui a des impacts là, sur toute notre vie. Puis c'est surtout que, en fait, on est dans un monde qui ne nous aide pas à maintenir notre équilibre. On évolue dans un monde qui est pollué, on est face à des changements climatiques. Notre rythme de travail, le rythme de consommation qui est effréné, on est dans un monde qui est axé sur une mentalité de productivité qui est celle du marché, qui n'est pas celle de l'humain. Donc, on est vraiment surchargé de tous les côtés. Donc, on est face à un monde qui nous oblige à prendre soin de nous parce qu'il n'y a personne qui va le faire à notre place. C'est pas la société qui va venir nous dire oh mon Dieu, tu as l'air fatigué, va te reposer. il faut nous-mêmes développer les outils pour améliorer notre résilience, justement. Donc, les plantes qu'on avait choisies pour présenter aujourd'hui sont un peu en lien avec ça aussi. L'idée, c'est qu'on a choisi des plantes qui sont sécuritaires, qui ont une action sur le long terme, qui tonifient, qui redonnent de l'énergie à la longue, là, qui vraiment nous permettent d'être plus forts pour longtemps. Et, je vais juste oublier un point. Et c'est ça, on a choisi des plantes qui sont faciles à cultiver, qui poussent abondamment aussi pour que vous puissiez y avoir accès. Parce que des plantes médicinales, il y en a beaucoup. Il y a des modes aussi. Et on voit souvent des plantes qui viennent de loin, de l'autre bout du monde, qui sont peu accessibles ou qui coûtent cher. Pas qu'elles ne sont pas intéressantes, mais apprenez à utiliser celles qui sont d'abord accessibles ou que vous pouvez faire pousser vous-même. C'est déjà un bon bout de chemin. Donc, en plus, de cultiver soi-même ces plantes, ça peut être intéressant là, pour développer sa relation avec la nature, avec le monde qui nous entoure. Quand on fait pousser des plantes, on se rend compte que il faut faire attention à la nature, il faut faire attention au monde qui l'entoure. Et de travailler avec les plantes médicinales aussi, ça peut nous forcer à retourner un peu le regard vers ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'être plus à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps, de ce qui se passe dans nos communautés, aussi dans notre entourage. Donc, c'est ça. Ça nous apprend à être plus à l'écoute, en fait, du monde qui nous entoure. Donc, la première plante dont je veux vous parler ce soir, c'est la spitellaire, donc Spitellaria lateriflora, de son nom latin. Donc, lateriflora, qui veut dire d'un même côté, latérie d'un même côté, flora, fleur. Donc, c'est une petite plante que ses fleurs vont toujours pousser du même côté de la tige, souvent en paire de deux. C'est une plante qui est native d'Amérique du Nord, donc qui est vivace, pousse de la Floride jusqu'au sud du Québec. Donc, j'en ai quand même souvent rencontré en milieu sauvage. Mais il faut avoir l'œil parce que c'est une plante qui pousse à peut-être 30 cm de haut. J'ai rarement vu plus haut que ça. Des fois, la tige peut faire jusqu'à 60 cm de long, mais elle reste près du sol. Donc, il faut vraiment ouvrir l'œil si on va aller cacher derrière d'autres plantes en milieu sauvage. Par contre, c'est une plante qui se cultive très facilement. Donc, c'est une plante qui est dans la même famille qui est une lamiacée. Donc, la famille des lamiacées, c'est la famille des menthes, de la mélisse. En fait, il y a beaucoup de plantes médicinales ou aromatiques qui font partie de cette famille-là. Et c'est ça. Donc, au jardin, il va germer facilement, va pousser facilement si on lui donne les bonnes conditions de culture. On peut même la faire pousser en pot sur le balcon. Elle va bien s'y adapter. Les conditions de culture pour la spitellaire, c'est vraiment... elle aime la mi-ombre, donc elle aime être cachée un peu. Donc, si on n'a pas un terrain qui est plein soleil, que le balcon n'est pas plein soleil, elle devrait bien s'y acclimater. Elle aime les sols riches et profonds. Donc, on ne peut pas la mettre dans du sable. Il va falloir lui donner un terreau un peu plus riche. Et va avoir besoin d'un arrosage régulier. S'il fait trop chaud, si c'est sec tout le temps, elle n'aimera pas ça.
La partie qu'on récolte pour la scutellaire, c'est les parties aériennes. Donc, c'est ce qu'on voit sur les photos, les feuilles et les fleurs, ce qu'on appelle une sommité fleurie, en fait. Sommité pour le sommet, le bout de la plante, et fleurie parce que ça porte les fleurs. Donc, pour la scutellaire, comme c'est une plante qui n'est pas très haute, quand on récolte, je conseille de laisser au moins un 10 cm de la plante à partir du sol. Donc, on laisse un 10 cm puis on coupe ce qui dépasse là, de 10 cm. Fait que des fois, on ne prend pas toutes les fleurs, mais c'est pas grave. On en laisse pour qu'elles se ressèment. Et voilà. Donc, la scutellaire, on va l'utiliser sous forme de teinture, d'extrait liquide ou dans l'alcool ou dans le vinaigre, ou on pourrait l'utiliser aussi séché sous forme de tisane. L'extrait liquide va être beaucoup plus efficace avec la scutellaire. C'est une plante qui perd beaucoup de propriétés au séchage. Donc, si on veut une action qui est très forte et qui est rapide, je vous conseille ça, de rechercher un extrait liquide qui va être plus facilement trouvé dans l'alcool. Et sinon, ben, une plante qui peut être prise en tisane aussi pour un effet peut-être plus modeste, mais quand même présent. Donc, la scutellaire, qu'est-ce que ça fait? La scutellaire, c'est vraiment la championne pour rétablir l'équilibre du système nerveux. Donc, c'est l'allié numéro 1 des gens qui sont stressés, qui sont nerveux, qui ont le mental qui roule à 100 000 à l'heure, qui sont toujours à la course, qui ont l'impression que leur système nerveux est comme toujours à la course, toujours en état de fébrilité. Donc, on va dire qu'elle est tonique nerveuse. Tonique, c'est pas qu'elle a une action stimulante, tu sais, comme je disais tout à l'heure, c'est pas comme un café là, qui libère l'énergie, qui fait qu'on est comme super énervé. Son action tonique, c'est vraiment qu'elle va supporter le travail du système nerveux. Donc, elle va en fait calmer le système nerveux sans nécessairement être sédative. Donc, c'est pas une plante qui endort. C'est sûr que chaque personne est différente. Donc, il y a certaines personnes, quand ils prennent la scutellaire, vont dire, il me semble que ça me donne envie de dormir. C'est peut-être parce qu'il y a un déficit de sommeil ou qu'il y a vraiment besoin de repos. Donc, écoutez votre corps si c'est le cas. Mais la plupart des gens peuvent prendre la scutellaire le jour, le soir ou avant d'aller se coucher. Ça n'aura pas vraiment d'impact notable sur l'état d'éveil du corps. Donc, son côté tonique nerveux va vraiment aider à diminuer la fébrilité ou l'irritabilité de notre système nerveux. Si on est tout le temps à fleur de peau, que les larmes viennent facilement ou que un moindre obstacle semble être quelque chose de trop dans notre quotidien qu'on a envie de lâcher prise. Non, c'est trop. Elle va vraiment, pardon, elle va nous soutenir là, dans ces situations-là. Elle va calmer le mental qui est agité, là, quand, comme je disais tout à l'heure, quand on a les pensées qui roulent très vite, quand on a 100 000 choses à faire, qu'on est comme sollicité de tout bord, tout côté. La scutellaire peut nous aider à retrouver un calme dans ces situations où on a envie de s'arracher les cheveux. Mais c'est aussi une plante qui peut aider à raviver l'amorce. C'est-à-dire que quand on est tellement pris par le stress ou quand on se sent comme fusé, puis qu'on ne sait plus par où commencer, puis qu'on n'a pas envie de se mettre en action, on ne sait pas comment se mettre en action, en calmant le système nerveux, on arrive à se remettre en mouvement, à aller de l'avant. Donc, c'est ça. Bref, dans toutes les situations où on sent que notre système nerveux il a besoin de soutien, la scutellaire va être vraiment intéressante et on va pouvoir la prendre, c'est surtout en teinture, c'est là que je trouve son usage le plus efficace. En moment de crise, elle va pouvoir être utilisée pour avoir un soulagement rapide. Je m'en vais passer un examen, je vais faire une présentation ce soir, ben hop, je vais prendre peut-être un 10-15 gouttes de scutellaire dans une gorgée d'eau. Ça pourrait être un bon dosage pour commencer. Ou au besoin, là, on pourrait monter un petit peu plus, on pourrait prendre 1 millilitre dans une gorgée d'eau. L'effet se fait sentir assez rapidement. Donc, ça peut nous permettre d'être juste plus posé, plus calme
et de se sentir mieux. Sinon, comme on disait tout à l'heure, les plantes qu'on vous présente aujourd'hui, c'est des plantes qui ont une action sur le long terme. Et ça, on a une tendance à être nerveux, anxieux, stressé de façon quotidienne. De prendre la hospitalaire à tous les jours pendant quelques semaines, quelques mois, ça va vraiment nous aider à retrouver une je dirais pas le mot, d'avoir une base solide sur laquelle continuer, donc d'avoir une meilleure résistance émotive, de sentir qu'on est prêt à affronter les obstacles qui s'en viennent dans notre vie, qu'on est capable de résister là, à ces dérangements-là. Comme Marie-Jo disait tout à l'heure avec la molène, puis elle, c'est une plante qui a été un grand changement dans sa vie. Pour moi, ça a été la cicellaire. C'est une des premières plantes médicinales que j'ai rencontrées, qui m'a été présentée au moment où j'étais étudiante à l'université, puis que je savais plus par où, par où commencer, quoi faire, rédaction de mémoire de maîtrise. C'est vraiment une plante qui m'a supportée pendant ces moments-là et qui m'a aidé, bon, ben, finalement, à lâcher ma maîtrise, mais, c'est pas parce que j'étais trop stressée ou que je savais plus quoi faire, mais plus parce qu'elle m'a permis de prendre un moment de recul, puis finalement de me rendre compte que je n'étais plus à la bonne place dans ma vie. Ensuite, la spiculaire aussi, c'est une plante qui va aider pour les sevrages, que ce soit arrêter de fumer, arrêter de boire d'alcool, couper une habitude néfaste pour nous qui est peut-être de manger trop de sucre, qui est peut-être de peu importe l'habitude qu'on veut arriver à couper, la spiculaire va être vraiment une bonne aide pour passer à travers ces moments-là difficiles. Donc, vraiment une superbe alliée là, pour le système nerveux. On va pouvoir aussi la prendre pour aider en cas d'insomnie. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas une plante qui est sédative. Donc, elle ne va pas avoir l'effet de nous endormir, à proprement parler, mais si c'est notre système nerveux qui est en état d'alerte constamment, et c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à dormir, mais la citellare va vraiment aider à faciliter ce passage-là de l'éveil au sommeil. Donc, on pourrait même en prendre en tisane ou en peinture, juste avant d'aller se coucher. Ou souvent, on va la combiner avec des plantes qui peuvent avoir une action un peu plus sédative là, si on a de la misère à trouver le sommeil. Voilà. Puis, peut-être petite attention à faire avec la citellare. Donc, c'est une plante qui a vraiment des contre-indications connues avec la prise d'antidépresseurs ou avec d'autres médications qui agissent sur le système nerveux. Donc, là, c'est vraiment important d'aller valider là, avec un professionnel de la santé là, avant de se lancer avec cette plante-là. Aussi, petite attention avec la grossesse. Généralement, c'est sécuritaire, mais vaut mieux valider là, que c'est une plante qui vous convient avant de l'utiliser dans cette situation. Maintenant, prochaine diapo. L'autre plante que je vais vous présenter ce soir, c'est la basilic. Le basilic sacré, il faut toujours reprendre. Basilic sacré qu'on appelle aussi parfois tulsi, ou en fait, il y a plusieurs noms. Mais donc, c'est originaire de l'Inde, celle-là. Donc, elle nous vient un peu plus loin, mais on l'a choisi parce que c'est une superbe alliée pour l'organisme en général. C'est une plante qui aide à rester zen et qui a un usage connu depuis assez longtemps et qui est assez facile à cultiver au Québec. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'a choisi. Voilà. Donc, basilic sacré, c'est pas la même chose que le basilic qu'on utilise en cuisine, le Optimum basilicum, là. Optimum sanctum ou Optimum tenuiflorum, c'est son nom latin, là, la basilic sacrée. C'est une plante qui a un goût un peu plus poivré, plus épicé, qui rappelle la cannelle, le clou de girofle. Donc, plus avec le petit goût de basilic quand même, le qui lui est caractéristique.
Donc, basique sacrée est dans la famille des lamiacées, comme la fritellaire, comme la menthe, comme plein d'autres. Et au jardin, il va se cultiver pareil comme un basilic. Donc, on va préparer un semis à l'intérieur en avril ou en mai, ou on va acheter ses plants d'un fournisseur de plantes qui est de plus en plus facile à trouver au printemps ou en début d'été là, dans les différentes pépinières. J'ai jamais eu de la difficulté à en trouver. Et c'est ça. Si on fait nos semis à l'intérieur en avril et en mai, et c'est une plante qui a besoin de chaleur pour germer et qui a besoin de lumière aussi. Même chose pendant sa saison de culture, là, on la place dans un endroit qui est ensoleillé, où il n'y aura pas trop de vent. Et on attend vraiment que le sol soit vraiment chaud et réchauffé avant de l'implanter dans le jardin parce qu'elle n'aimera pas le froid. C'est ça. Si le sol gèle, vous allez la perdre. Même chose à l'automne, tard dans la saison, on va pouvoir récolter ses feuilles tant qu'elle va être belle, là, mais dès qu'il commence à faire froid, ça gèle la nuit, c'est trop tard. Donc, c'est ça, un plein soleil à l'abri du vent, un sol riche qui est bien drainé, un peu comme si on essayait de recréer un climat indien là, en plein été, donc beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. Reste se cultiver en pot aussi, pareil comme le basilic de cuisine sur le balcon. Mais encore une fois, si vous voulez avoir quelque chose qui est efficace et qui est puissant au niveau thérapeutique, il faut qu'elle ait du soleil. Sinon, ça va faire une plante qui va être étiolée et qui sera peu goûteuse et moins intéressante au niveau de ses propriétés. Donc, ça fait des plants qui sont quand même courts, à peu près 60 cm de haut. Et on va utiliser les feuilles et les fleurs pour se faire des infusions ou qu'on va transformer sous forme de concentré liquide. Donc, généralement, pour la cueillette, on va cueillir soit juste les feuilles du bout de la tige ou la sommité fleurie, dépendamment s'il y avait des fleurs ou pas. Moi, souvent, je préfère attendre qu'elle commence à monter en fleurs, coupe un bon 10-15 cm de tige et après ça, on la laisse tranquille, elle repousse jusqu'à temps qu'elle recommence à faire des fleurs. On recoupe, comme ça, on peut faire quand même plusieurs récoltes pendant l'été. C'est une plante que si vous choisissez de faire sécher vous-même, il faut qu'elle sèche rapidement. Elle va brûler, sinon, si elle reste comme humide trop longtemps. Donc, un endroit qui est très aéré là, pour le séchage. Ensuite, qu'est-ce que j'allais dire à propos de ça? C'est ça. Comme c'est une plante qui est très aromatique, le séchage va faire qu'elle perd un peu de sa saveur. Mais si elle est conservée dans des conditions appropriées, dans un bocal qui est hermétique, entre autres à l'abri de la lumière, on va quand même garder sa qualité là, gustative et thérapeutique pendant une bonne année. Sinon, si on a la possibilité d'utiliser fraîche, surtout en été, vous allez voir, c'est merveilleux en termes de goût. J'ai écrit sur la diapo, là, délicieuse au goût. C'est vraiment une plante qui fait plaisir à boire et qui nous fait du bien. Donc, la propriété de la basilic sacrée, sa principale caractéristique, c'est d'être une plante qu'on dit adaptogène. Qu'on considère là, comme adaptogène, c'est une plante qui serait capable d'augmenter la capacité de l'organisme à s'adapter au stress. Fait adaptogène qui aide à s'adapter. Donc, il n'y a pas... comment dire? Quand on vit un stress, en fait, là, notre corps il va émettre plein d'hormones comme l'adrénaline, le cortisol, qui vont être en circulation dans le corps. Et en fait, là, quand on travaille des plantes adaptogènes, généralement, ces plantes-là vont, au niveau physiologique, là, réduire le signal de stress qui est envoyé dans le corps. En fait, la quantité d'hormones de stress va diminuer parce que le corps va comme percevoir ce qui est stressant comme étant moins stressant que ça devrait l'être. Pour être une plante adaptogène, ici, les plantes doivent être non toxiques. Fait que
c'est des plantes qu'on va pouvoir prendre sur le long terme et qui vont aider globalement le corps à maintenir ses actions de gestion du stress, justement, son action hormonale, et qui va aider à normaliser les activités physiologiques dans le corps, sentiment de bien-être, sentiment d'être plus équilibré, notamment. Fait que plus spécifique au basilic sacré, c'est une plante qui aide à être zen. Quand on prend le basilic sacré, j'ai déjà fait l'expérience avec des gens autour de moi qui étaient très, très énervés. La tension tombe soudainement après la première tasse de tisane. C'est une plante qui a une action calmante sur le mental aussi, donc les idées vont être plus claires, plus lucides. Mais c'est ça, l'acuité mentale va être souvent bonifiée là, avec la prise de basilic sacré. Donc, c'est une plante que j'aime beaucoup conseiller à la place de prendre un café dans la journée pour s'aider à être plus déposé, plus détendu, mais à être plus présent mentalement. Donc, on sent qu'on a quand même l'énergie là pour continuer la journée. Donc, une force tranquille là, qui nous aide à être plus fort, mais plus posé en même temps. Donc, le basilic sacré n'a pas seulement des bienfaits sur le système nerveux, mais va aussi avoir une action positive là, sur tous les organes en fait qui seraient liés au stress, qui seraient touchés en fait par le stress. Donc, ça va avoir une action positive sur la digestion, ça va détendre la digestion, ça va aller mieux. Il va y avoir une action notable aussi sur la glycémie, ça peut aider à régulariser la glycémie à long terme. Ça peut aider pour les allergies saisonnières. Aussi, ça, j'ai pas fait l'expérience encore, mais c'est quelque chose que j'ai vu souvent. Une action positive aussi sur la pression sanguine, sur les fonctions immunitaires. Donc, plein de bienfaits qui s'installent, mais sur le long terme. C'est pas en prenant une tasse que les problèmes sont réglés, mais un petit peu à tous les jours, surtout qu'elle goûte bon, donc c'est facile. Un petit peu à tous les jours et lentement, on sent que tout se remet en place et que ça va. Donc, petite attention pour le basilic sacré, c'est une plante qui est contre-indiquée pendant la grossesse et qui ne convient pas aux jeunes enfants. Donc, à cause, entre autres, de son goût qui est très fort, mais aussi parce qu'elle est quand même puissante. C'est sûr que si un enfant veut goûter, ce ne serait pas comme quelque chose qui est toxique, il peut en prendre une gorgée, mais c'est pas la plante que je choisirais au quotidien là, pour un jeune enfant. Voilà. Et je crois qu'on va passer aux questions. Fantastique, merci beaucoup. Oui, c'est ça, on a déjà des questions là, du public par rapport à ces deux plantes, la scutellaire et le basilic sacré. En fait, c'est ça. Mélanie nous demande quelle est la posologie lorsqu'on prend la scutellaire sur le long terme. Oui, en tisane, on pourrait prendre 2-3 tasses par jour facilement, là, une cuillère à soupe de plante par tasse. Elle a un goût un peu amer, par contre, donc souvent on en met un peu moins, juste parce que son goût est moins agréable. Même chose en concentré liquide, on pourrait prendre 1 millilitre 2 à 3 fois par jour, dilué dans un peu d'eau pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, là, selon le besoin. Donc, on pose aussi la question, Angélique demande si les antidépresseurs et la scutellaire peuvent se prendre conjointement. C'est une question qui est difficile à répondre, donc il faudrait consulter, valider selon la médication, avec le médecin, avec le pharmacien, ou de toute façon, ça pourrait valoir la peine de consulter un herboriste thérapeute accrédité là, pour faire le suivi, parce que c'est peut-être possible, mais c'est ça, il faut être accompagné pour le faire, parce que comme ça peut soit annuler l'effet de la médication, ça peut entraîner des effets secondaires qu'on ne voudrait pas. Là. Donc, ouais. Donc, on a une autre question. Sophie demande s'il y a des interactions possibles dangereuses entre les plantes. Ça, c'est quand même la beauté de travailler avec les plantes médicinales, c'est qu'en général, toutes les plantes qu'on va vous présenter qui sont sécuritaires là, pour la prise au quotidien peuvent être combinées.
Donc, on vous a parlé de 4 plantes ce soir. Si vous les aimez et les 4 vous interpellent, ben, vous pourriez mettre les 4 dans une même tisane à prendre au quotidien. Après ça, c'est sûr que ça peut valoir la peine de réfléchir à c'est quoi notre besoin pour cibler plus précisément qu'est-ce qu'on veut, parce que plus on met de plantes dans une même préparation, plus on a de quantité minime de chacune des plantes. Donc, de cibler quel est le problème qu'on veut adresser en premier, ça aide à avoir une action qui est plus présente. Là. Puis après ça, ben, selon les besoins, on peut ajuster. Ça me fait penser aussi que quand on n'aime pas le goût de la plante, qu'on trouve que c'est plat, on a le droit d'ajouter une plante qui goûte un peu meilleure avec. Fait que, menthe, ortie, ça fait un super bon mélange, ou le basilic sacré pourrait comme venir vivifier un peu une infusion de molène qui est pas trop goûteuse. Donc, on peut faire ces combinaisons-là, oui, sans problème. Puis, dernière chose à propos des combinaisons, c'est que il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut combiner, mais on va éviter de combiner des plantes qui ont des actions contraires. Exemple, une plante qui réveille avec une plante qui endort. C'est ça. Mais on peut faire quand même pas mal de mélanges. Au niveau du séchage, qui est quand même en effet une technique à prendre en considération, Annick nous demande à quelle température on fait sécher les plantes. Puis j'ajouterais, est-ce qu'il y a d'autres astuces au séchage qui peuvent faire en sorte que les propriétés sont maintenues, etc. Oui. Le séchage, il y a quand même beaucoup de techniques, beaucoup de façons de le faire, et souvent, il y a des particularités avec chacune des plantes qu'on apprend à connaître quand on travaille avec elles. Mais en général, pour toutes les parties de plantes qui sont quand même plus fragiles, on évite de chauffer. Fait qu'on parle de peut-être 35 degrés Celsius maximum pour éviter de brûler la plante, de comme trop faire sortir ses huiles essentielles, entre autres. Sinon, ça peut être simplement à température pièce en autant qu'il y a une façon de faire sortir l'humidité. Ça peut être dans une pièce avec un déshumidificateur, ça peut être dans un endroit aéré, à l'abri de la lumière, mais c'est ça, jusqu'à peut-être 30-35, c'est l'idéal. Fait que sur un grillage, suspendu en bouquet, il y a comme vraiment plusieurs façons de le faire, mais les points à retenir, c'est aération, puis chaleur, c'est ça, température pièce un petit peu plus chaud, là, mais faut pas les cuire non plus. Valérie nous demande combien de temps se conservent les teintures mères après ouverture de la bouteille? Les préparations dans l'alcool vont pouvoir se garder plusieurs années. Ça, c'est vraiment le solvant qui est le plus pratique, je dirais, pour la conservation à long terme. Généralement, il y a des dates de péremption sur les bouteilles que vous achetez, mais si vous faites vous-même vos préparations, ça se garde probablement une dizaine d'années. Il faut garder en tête que plus le temps passe, plus la vitalité de l'action thérapeutique est peut-être diminue. Donc, on ne fait pas des stocks pour les 100 prochaines années. Mais dans l'alcool, ce ne serait pas toxique là, après 10 ans. Dans le vinaigre ou dans la glycérine, là, le temps de conservation est un peu moindre parce que c'est des solvants qui sont moins capables de prévenir la fermentation, le développement de micro-organismes à long terme. Donc, vinaigre, on parle des fois de entre 3 et 5 ans, dépendamment de comment la préparation a été faite. Puis dans la glycérine, c'est plus comme 2 ou des fois 3 ans, là, mais c'est court. Merci. Donc, Mathilde nous demande, c'est ça, si on est à Montréal, où est-ce que c'est possible de faire des petites récoltes de ces 2 super plantes? Elle demande si être bénévole au projet éphémère du Campus 1000 serait une façon. Ah oui, j'en ai pas parlé, j'ai fini trop vite, j'ai sauté ma conclusion, mais c'est sûr que au cratère, on a une portion du jardin qui est dédiée aux plantes médicinales. Donc, toutes les plantes, en fait, qu'on a nommées aujourd'hui tous dans nos jardins. Donc, les bénévoles, oui, peuvent en prendre une partie là, lors des récoltes. Mais sinon, pour ce qui est de basilic sacré et stellaire, il faut les cultiver soi-même ou connaître des gens qui en cultivent là, pour faire des récoltes. C'est rare qu'on les voit sauvages en quantité. En fait, basilic sacré, on ne la trouvera pas sauvage,
tutélaire, ça se trouve, mais il faut vraiment avoir l'œil, être capable de bien l'identifier. Puis j'en ai rarement vu des très grandes pales suffisantes pour pas avoir peur de la mettre en danger si je faisais une récolte. Merci. Daphné nous demande si c'est possible d'expliquer comment faire une teinture de scutellaire. Donc, la technique de la teinture, c'est assez simple, mais il y a quand même plusieurs notions là, qui peuvent prendre plusieurs heures à expliquer. Entre autres, quand j'enseigne le cours de fabrication de produits thérapeutiques à l'Académie herboliste, je crois qu'on passe 4 ou 5 heures juste sur les extraits liquides. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites là-dessus. Mais en gros, c'est de plonger la plante qu'on a coupée en petits morceaux dans le solvant qu'on a choisi, donc admettons dans l'alcool. On ferme le pot hermétiquement et on agite à tous les jours, surtout pour l'alcool. Là. Au bout d'un mois, généralement, on peut filtrer et on devrait avoir extrait là, nos principaux actifs de plantes. Après ça, il y a tout comme la concentration du produit va être plus difficile à évaluer là, de cette méthode-là, mais on peut essayer de mettre juste le plus de plantes possible dans notre alcool. Ce qui coûte plus cher, c'est l'alcool, c'est pas la plante. Mais ça me fait vous demander, là, Sarah et Marie-Josée, si on veut en savoir davantage, par exemple, avoir l'heure et demie sur comment fabriquer une teinture, est-ce que vous pouvez nous donner des liens à suivre ou comment on fait pour aller chercher vos formations à vous? Comment on fait pour continuer à apprendre de vous si on a envie? Donc, Sarah? C'est sûr que pour tout ce qui est comme cours en herboristerie, le site La Guilde des herboristes va afficher là, beaucoup d'ateliers, de cours qui sortent un peu partout au Québec, là, fait, pas juste à Montréal, mais dans les autres régions aussi. Généralement, dans l'infolettre mensuelle, il y a tous les ateliers qui sont partagés par les membres. Donc, sinon, moi, je suis employée à la boutique L'Alchimiste en herbe. En ce moment, les ateliers sont interrompus là, pour la saison actuelle, mais ça devrait revenir, donc l'atelier à la boutique là, le soir après que ce soit terminé. Et éventuellement aussi à travers les projets du Campus 1000, là, surtout quand on va pouvoir reprendre les activités et les conférences dans les jardins, le côté plus pratique va se faire parce que c'est difficile de le montrer à travers un écran. En fait, pour moi, c'est un peu désincarné. Je préfère en personne. Merci. Et puis, Marie-Jo? Oui, de mon côté, si vous voulez être tenu informé de mes activités, que ce soit les cours, les ateliers, ou au sujet des consultations en herboristerie, bien, vous pouvez consulter ma page Facebook, donc Marie-Josée Vivier, herboriste thérapeute accréditée, ou mon site web aussi, là, tout simplement avec mon nom, marijosévivier.com. Donc, j'ai fait des sorties d'identification cet été, donc ça, on pouvait le faire là, en maintenant la distanciation, tout ça. Puis, j'ai quelques formations aussi prévues. On va voir à Sherbrooke pour le moment, donc on va voir comment ça va. C'est des salles où il y a assez d'espace en ce moment pour respecter les consignes de la santé publique. On va voir comment ça va, mais sinon, dans le fond, je vais continuer à en offrir en ligne aussi là, pour cet automne avec mes ateliers que je fais habituellement aussi à l'alchimiste où Sarah en fait aussi. Donc, vous pouvez consulter, c'est ça, ma page Facebook. Dans le fond, c'est vraiment la bonne place pour être tenu au courant là, de mes activités. Bon, ben merci beaucoup à vous deux. Merci d'avoir été là avec nous ce soir pour nous parler des plantes. Je pense qu'il y a beaucoup de commentaires là. Les gens vous remercient, ont bien apprécié. Merci. Super, oui, merci. Merci à tous d'avoir assisté. Merci à Sarah, puis à Émir et à Marie-Ève. Merci. Donc, on vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Le prochain mercredi découverte, le 12 août, on va parler d'astronomie. Donc, pour une édition spéciale Astro 1000, en partenariat avec l'IREX, qui est l'Institut de recherche sur les exoplanètes. Et donc, on vous invite à une constellation de conférences la semaine prochaine. Alors, merci encore d'avoir été des nôtres et bonne fin de soirée.